Strasbourg, septembre 1998. Un ouvrier polonais nommé Marek Kowalski démolissait les murs d'une maison abandonnée dans la périphérie de la ville lorsque sa masse heurta un espace creux sous le plancher du deuxième étage. Entre des poutres pourries et des toiles d'araignée, il découvrit un petit cahier relié en cuir usé, si ancien que le simple toucher menaçait de désintégrer les pages jaunies. Il était là depuis plus de 50 ans. Ce qui commença comme de la curiosité se transforma en horreur lorsque Marek commença à lire. Ce n'étaient pas des notes ordinaires. C'étaient des confessions écrites à la hâte, avec de l'encre diluée dans de l'eau sale, tremblante de la main de quelqu'un qui savait pouvoir mourir à tout moment. Le nom sur la première page était presque effacé, mais encore lisible. Lucienne Vaurmont, 32 ans, institutrice de Reims. Lucienne avait écrit cela en 1944, à l'intérieur d'un camp de triage improvisé par la Gestapo dans un ancien couvent aux alentours de Dijon. Elle avait été arrêtée sous l'accusation d'avoir abrité des membres de la résistance française. Elle ne rentra jamais chez elle. Son corps ne fut jamais retrouvé. Mais ses mots survécurent. Et ces mots décrivaient quelque chose qu'aucun document officiel n'a jamais admis. Les 5 actes intimes les plus cruels que des soldats allemands commirent contre des femmes françaises prisonnières pendant l'occupation. Des méthodes de torture psychologique, d'humiliation physique et de violence sexuelle systématique qui avaient un seul objectif: détruire complètement la dignité humaine. Lorsque Marek apporta le cahier aux autorités françaises, les historiens furent choqués. Beaucoup doutèrent. D'autres tentèrent de le classer comme fiction traumatique. Mais les analyses médico-légales confirmèrent. L'encre était authentique. Le papier datait des années 1940, et les noms d'officiers allemands cités par Lucienne correspondaient exactement au registre militaire nazi trouvé dans des archives déclassifiées des décennies plus tard. Ce qui rendait le récit encore plus troublant était sa précision clinique. Lucienne n'écrivait pas comme une victime désespérée. Elle écrivait comme un témoin, comme quelqu'un qui avait décidé de documenter l'enfer pour que personne ne puisse jamais nier que cela s'était produit. Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre quelque chose. Ce n'est pas une histoire facile à entendre, mais elle est nécessaire, parce que des milliers de femmes françaises ont vécu cela et sont mortes sans que personne ne le sache. Elles sont mortes en silence. Elles sont mortes sans nom. Et si vous êtes ici en train d'écouter cela maintenant, c'est peut-être parce que vous ressentez, comme tant d'autres, que ces voix doivent enfin être entendues. Si cette histoire vous touche d'une manière ou d'une autre, pensez à laisser un commentaire en disant d'où vous nous regardez, pour que nous sachions que ces mémoires ne seront pas oubliées à nouveau. Et si vous le pouvez, abonnez-vous à la chaîne. Chaque abonnement est un engagement à garder vivante la mémoire de ceux qui n'ont pas pu raconter leurs propres histoires. Maintenant, passons au premier acte décrit par Lucienne. Acte 1. L'inspection de la honte. Lucienne fut capturée le 12 mars 1944 par un matin glacial d'hiver. Des soldats de la Wehrmacht envahirent sa maison à Reims après une dénonciation anonyme. Elle fut menottée devant ses voisins, jetée à l'arrière d'un camion militaire et emmenée vers un couvent transformé en centre de détention aux alentours de Dijon. À son arrivée, elle fut accueillie par un officier de la Gestapo nommé Hauptsturmführer Klaus Ritter, un homme aux yeux clairs et à la voix terriblement calme. Ritter ne criait pas, il n'en avait pas besoin. Sa méthode était plus efficace. Lucienne et 17 autres femmes reçurent l'ordre de se déshabiller complètement devant tous les soldats présents. Ce n'était pas une procédure standard de fouille, c'était quelque chose de planifié. Elles furent placées en file, nues, sous la lumière crue des lampes suspendues au plafond. Le froid mordait la peau, le sol de pierre brûlait les pieds nus. Alors commença ce que Ritter appelait l'inspection der Reinheit, inspection de la pureté. Des soldats marchaient lentement entre les femmes, touchant leur corps, commentant à voix haute les seins, les hanches, les cicatrices. Ils plaisantaient, ils riaient. Certains prenaient des photographies, d'autres observaient simplement, fumant des cigarettes, comme s'ils évaluaient du bétail dans un marché. Lucienne écrivit « Ce n'est pas la nudité qui m'a brisée, c'est de réaliser que, pour eux, nous avons cessé d'être humaines à ce moment précis. Nous sommes devenus des objets, de la chair, rien de plus. Mais le pire restait à venir. » Ritter ordonna que les prisonnières soient examinées en interne par un médecin allemand. Il n'y avait aucune nécessité médicale.
C'était simplement une forme supplémentaire d'humiliation. Le médecin, identifié plus tard comme le docteur Friedrich Vogel, conduisait les examens sans gants, sans asepsie, sans aucun respect. Pendant ce temps, des soldats regardaient. Certains faisaient des commentaires obscènes. D'autres prenaient des notes dans des carnets, comme s'ils documentaient quelque chose de scientifique. Une jeune fille de seulement 19 ans, nommée Marguerite, s'évanouit pendant la procédure. Elle fut traînée dehors par les cheveux et jetée dans une cellule sombre. Personne ne la revit jamais. L'inspection de la honte se produisait chaque fois que de nouvelles prisonnières arrivaient. Et chaque fois qu'elle avait lieu, une autre partie de l'âme de chaque femme était arrachée. Lucienne termina cette entrée du cahier par une phrase qui résonnerait pendant des décennies. Il voulait nous enseigner que nous n'avions plus de droit sur notre propre corps. Et, ce jour-là, beaucoup d'entre nous y ont vraiment cru. Des documents militaires allemands capturés après la guerre confirment que ces inspections étaient des pratiques courantes dans les centres de détention de la Gestapo dans toute la France occupée. Mais elles ne furent jamais officiellement reconnues comme torture sexuelle. Elles furent classées comme procédure de sécurité. Ce ne fut que le premier acte. Et il suffisait déjà à détruire toute illusion que ces femmes seraient traitées comme des prisonnières de guerre. Elles étaient quelque chose de bien pire. Elles étaient victimes d'un système conçu pour déshumaniser complètement. Mais Lucienne continua d'écrire, parce qu'elle savait que si elle n'enregistrait pas cela, personne n'y croirait jamais. Ce que Lucienne ne savait pas encore, c'est que ce premier jour ne serait que le début d'une descente en enfer qui testerait les limites de ce qu'un esprit humain peut endurer sans se briser. Les prochains actes qu'elle décrit dans son cahier révèlent une cruauté si systématique, si calculée, que même les historiens expérimentés hésitent à les lire. Mais elle a écrit chaque mot. Et maintenant, plus de 50 ans plus tard, ces mots exigent d'être entendus, parce que le deuxième acte décrit par Lucienne n'impliquait pas seulement de la violence physique, il impliquait la destruction de l'identité. Et lorsque vous comprendrez comment cela a été fait, vous ne verrez plus jamais l'histoire de la même manière. Dijon, avril 1944. Les murs du couvent étaient épais, ça construit en pierre séculaire, qui étouffait tout son venant de l'extérieur. Mais à l'intérieur, le silence était imposé pour une autre raison, la peur absolue. Lucienne décrit dans son cahier qu'après l'inspection de la honte, les prisonnières furent divisées en groupes et emmenées vers des cellules individuelles le long d'un couloir étroit et sans fenêtre au sous-sol du bâtiment. Chaque cellule mesurait moins de 2 mètres carrés. Il n'y avait pas de lit, seulement de la paille humide sur le sol. Le froid était si intense que les femmes tremblaient de manière incontrôlable pendant toute la nuit. Les premières heures dans ces cellules furent marquées par une confusion terrible. Certaines femmes pleuraient doucement, d'autres fixaient les murs de pierre, encore sous le choc de ce qu'elles venaient de subir. L'odeur de moisissure et d'urine imprégnait l'air. L'humidité suintait des pierres, formant de petites flaques d'eau glacée sur le sol irrégulier. Lucienne écrivit « Dans ce couloir, nous avons découvert une nouvelle forme de solitude. Même si nous pouvions entendre les respirations des autres à travers les murs minces, chacune était isolée dans sa propre cage de terreur. Nous étions ensemble, mais profondément seuls. Les gardiens allemands descendaient régulièrement pour distribuer de maigres rations. Un morceau de pain noir dur comme de la pierre, un bol de soupe claire qui ne contenait que de l'eau trouble et quelques morceaux de légumes pourris. Certaines femmes refusaient de manger, dégoûtées par la saleté. D'autres dévoraient tout, sachant instinctivement qu'elles auraient besoin de toute leur force pour survivre à ce qui allait suivre. Mais le véritable tourment commençait lorsque les lumières s'éteignaient. Acte 2, le choix silencieux. Toutes les nuits, vers 22 heures, le Hauptsturmführer Ritter descendait au couloir accompagné de 2 ou 3 soldats. Leur pas résonnait dans l'escalier de pierre bien avant qu'ils n'apparaissent. Ce son seul suffisait à glacer le sang de chaque femme dans sa cellule. Ils marchaient lentement, les bottes lourdes martelant le sol de pierre dans un rythme délibéré et menaçant. Parfois, ils s'arrêtaient au milieu du couloir, juste pour laisser le silence se prolonger, pour laisser la terreur grandir. Lucienne décrivit comment certaines femmes retenaient leur respiration, espérant devenir invisibles dans l'obscurité de leur cellule. Puis venait le moment redouté. Les pas s'arrêtaient devant une porte. Le cliquetis métallique de la clé dans la serrure, la porte qui s'ouvrait en grinçant, et l'ordre silencieux, un simple geste du doigt.
La femme choisie était retirée de sa cellule et emmenée vers une salle au bout du couloir, un ancien dépôt de vin qui avait été transformé en salle d'interrogatoire. Les autres prisonnières entendèrent les pas s'éloigner, puis la porte lourde se refermer au loin. Ensuite venait le silence, un silence épais, oppressant, insupportable. Ce qui se passait dans cette salle variait. Parfois c'était à des coups brutaux, méthodiques, destinés à briser la volonté sans laisser de marques trop visibles. Parfois c'était de la torture par l'eau glacée. Les femmes étaient déshabillées et aspergées pendant des heures dans le froid mordant du sous-sol. Parfois c'était du viol commis par un seul soldat ou par plusieurs à tour de rôle, pendant que Ritter observait avec détachement, fumant une cigarette. Mais chaque séance se terminait toujours par le même avertissement, murmuré d'une voix glaciale dans l'oreille de la victime. « Tu ne crieras pas, tu ne pleureras pas. Si tu fais le moindre bruit, toutes les autres mourront. » Lucienne écrivit. Elle revenait des heures plus tard, se traînant le long du couloir, saignant, tremblant, mais dans un silence absolu, parce qu'elle savait que si elle criait, nous paierions le prix. Une prisonnière nommée Claire, une bibliothécaire de Strasbourg âgée de 28 ans, revint un soir avec le visage tellement tuméfié qu'elle ne pouvait plus ouvrir l'œil gauche. Sa lèvre était fendue et du sang séchait sur son menton. Lorsqu'elle passa devant la cellule de Lucienne, leurs regards se croisèrent brièvement. Claire ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de le faire. Ses yeux parlaient d'eux-mêmes, une douleur si profonde qu'aucun mot ne pouvait la contenir. C'était le deuxième acte décrit par Lucienne, l'imposition du silence comme arme psychologique. Les soldats allemands ne violentaient pas seulement les femmes, ils les forçaient à rester silencieuses pour protéger leurs compagnes. Ils transformaient la solidarité en instrument de torture, la spirale de la culpabilité. Les jours passèrent, puis les semaines. Le schéma se répétait avec une régularité cauchemardesque. Chaque nuit, une femme était choisie. Chaque nuit, elle revenait brisée mais silencieuse. Et chaque nuit, les autres restaient éveillés dans leurs cellules, écoutant, attendant, priant pour ne pas être les prochaines. Une des prisonnières, une couturière de Lyon nommée Anaïs, fut choisie 3 nuits consécutives. La première nuit, elle revint en boitant, tenant son côté comme si elle avait des côtes cassées. La deuxième nuit, elle revint avec des marques de brûlures de cigarettes sur les bras. La troisième nuit, elle revint avec le visage tellement enflé qu'elle pouvait à peine ouvrir les yeux. Anaïs s'assit dans le coin de sa cellule, serra ses genoux contre sa poitrine et resta là, immobile, jusqu'à l'aube. Elle ne dit pas un mot. Aucune d'entre elles ne le fit. Parce qu'elles savaient toutes, le silence était la seule forme de survie collective. Lucienne écrivit. Nous portions tout le poids de ce silence. Chaque fois qu'une femme revenait sans avoir crié, nous savions qu'elle avait choisi notre vie plutôt que son propre soulagement. Et cette pensée nous dévorait de l'intérieur. Mais Ritter et ses hommes comprenaient parfaitement cette dynamique. Et ils l'utilisaient pour créer quelque chose d'encore plus cruel, la culpabilité. Certaines nuits, ils choisissaient délibérément les femmes les plus faibles, celles qui étaient malades, blessées, à peine conscientes. Ils savaient que les autres prisonnières ressentiraient une culpabilité déchirante en voyant ces femmes vulnérables être traînées hors de leur cellule. Lucienne décrit qu'une nuit, une jeune femme nommée Simone, de seulement 21 ans, fut choisie. Simone était malade depuis plusieurs jours, fiévreuse, à peine consciente. Lorsque les soldats ouvrirent la porte de sa cellule, elle ne put même pas se lever. Elle s'effondra sur le sol. Un des soldats rit. Ritter observa la scène avec indifférence pendant un moment, puis ordonna qu'une autre femme soit prise à sa place. Ils choisirent Élise, une infirmière de Clermont-Ferrand, qui avait pris soin de Simone pendant ses jours de maladie. Élise regarda Simone, puis Ritter, et marcha en silence vers la porte. Ce qui se passa cette nuit-là fut particulièrement brutal. Élise revint à l'aube, ses vêtements déchirés, des ecchymoses couvrant ses bras et son cou, du sang coulant le long de sa jambe. Elle pouvait à peine marcher. 2 autres prisonnières durent l'aider à regagner sa cellule. Lorsque Simone se réveilla, quelques heures plus tard, elle vit l'état d'Élise à travers les barreaux qui séparaient leurs cellules. Elle comprit immédiatement ce qui s'était passé, et elle commença à pleurer, non pas de douleur physique, de culpabilité, parce qu'elle savait qu'Élise avait pris sa place. Lucienne écrivit. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qu'il faisait réellement.
Il ne voulait pas seulement nous briser individuellement. Il voulait détruire les liens qui nous maintenaient unis. Il voulait que chacune de nous porte le poids de la culpabilité d'avoir survécu pendant qu'une autre souffrait. La résistance invisible. Les archives historiques confirment que cette technique était enseignée dans les manuels d'interrogatoire de la Gestapo. Des documents capturés par les Alliés après la guerre révèlent des instructions explicites sur la manière d'utiliser la solidarité forcée comme méthode de torture psychologique. L'objectif était simple, faire en sorte que les victimes se détruisent émotionnellement entre elles, même sans le vouloir. Et cela fonctionnait terriblement bien. Lucienne décrit que, des semaines plus tard, certaines femmes commencèrent à supplier d'être choisies à la place des autres. D'autres se cachaient au fond de leurs cellules, priant pour ne pas être vues. La cohésion du groupe commença à se fissurer. Ritter observait tout cela avec une satisfaction silencieuse. Mais Lucienne écrivit aussi quelque chose que les soldats n'avaient pas anticipé. La résistance invisible. Malgré la terreur, malgré la douleur, malgré l'isolement, les femmes commencèrent à créer des signes secrets. Un léger coup sur le mur signifiait « Je suis encore là ». Un murmure à peine audible à travers les fissures entre les pierres signifiait « Tu n'es pas seul ». Un morceau de pain glissé sous la porte vers une voisine trop faible pour manger signifiait « Tiens bon ». Ces gestes étaient minuscules, presque invisibles. Mais ils représentaient quelque chose de profondément puissant, le refus d'abandonner leur humanité. Lucienne écrivit. Ils pouvaient nous faire taire, ils pouvaient nous blesser, mais ils ne pouvaient pas effacer complètement ce que nous étions. Nous étions encore humaines. Et tant que cela restait vrai, ils n'avaient pas gagné. Une nuit, alors que Lucienne était allongée sur la paille humide de sa cellule, elle entendit un son étrange venant de la cellule voisine. C'était une voix, à peine un murmure, qui chantait doucement une berceuse française. D'autres voix se joignirent, une par une, créant une mélodie fragile mais réelle dans l'obscurité du couloir. Les gardiens ne l'entendirent jamais. Mais les femmes, oui. Et pour quelques instants précieux, elles ne furent plus des prisonnières isolées dans des cages de pierre. Elles furent à nouveau humaines. Mais le troisième acte décrit par Lucienne testerait cette humanité de manière inimaginable. Mai 1944. La guerre entrait dans sa phase finale. Les Alliés débarqueraient en Normandie dans quelques semaines seulement. Mais à l'intérieur du couvent de Dijon, le temps semblait s'être arrêté. Les bombardements lointains commençaient à se faire entendre certaines nuits. Les soldats allemands étaient de plus en plus nerveux, leurs mouvements plus brusques, leurs regards plus sombres. Ils savaient que quelque chose changeait, que la victoire qui leur avait semblé si certaine en 1940 s'éloignait désormais rapidement. Mais pour les prisonnières, ces changements ne signifiaient rien. Leur monde se limitait aux murs de pierre humide, aux couloirs sombres, aux nuits de terreur. L'extérieur n'existait plus pour elles. Lucienne écrit que certains matins de mai, les prisonnières furent convoquées dans la cour centrale. C'était la première fois en plusieurs semaines qu'elles étaient toutes réunies. Le soleil matinal était aveuglant après tant de jours passés dans l'obscurité du sous-sol. Certaines femmes levèrent instinctivement les mains pour protéger leurs yeux. La cour était petite, entourée de hauts murs de pierre couverts de lierre. Quelques oiseaux chantaient dans les arbres au-delà des murs, un rappel cruel que la vie normale continuait quelque part, loin de cet enfer. Les prisonnières se tenaient en ligne irrégulière, certaines à peine capables de rester debout. Plusieurs avaient perdu beaucoup de poids. Leurs vêtements pendaient sur leurs corps amaigris. D'autres avaient des blessures visibles, ecchymoses jaunissantes, coupures mal cicatrisées, doigts cassés qui n'avaient jamais été soignés. Lucienne remarqua que 2 femmes manquaient à l'appel. Elle ne demanda pas ce qui leur était arrivé. Elle savait déjà. L'annonce inattendue, Ritter apparut, accompagné d'un officier plus jeune que Lucienne n'avait jamais vu auparavant. Il fut identifié plus tard comme l'Obersturmführer Heinrich Müller, un homme d'environ 25 ans aux traits anguleux et aux yeux d'un bleu glacial. Il portait un uniforme impeccablement repassé, en contraste frappant avec l'apparence délabrée des prisonnières. Müller transportait une caisse en bois. Il la déposa sur une table improvisée au centre de la cour. À l'intérieur, il y avait du papier propre, des stylos et des enveloppes. Ritter sourit. Ce sourire était pire que n'importe quelle expression de colère. Il annonça d'une voix presque paternelle « Vous allez écrire des lettres à vos familles ». Un murmure de confusion parcourut les rangs des prisonnières.
Des lettres? Pourquoi? Était-ce possible qu'elles allaient être libérées, ou était-ce un autre piège? Lucienne écrivit « Cela semblait trop beau pour être vrai », et c'était le cas. Ritter expliqua, avec cette même voix calme et mesurée qui rendait chacune de ses paroles encore plus menaçantes, qu'elles auraient la permission d'envoyer un message à la maison. Elles pourraient dire qu'elles allaient bien, qu'elles seraient libérées bientôt, que tout irait bien. Plusieurs femmes se regardèrent, l'espoir naissant dans leurs yeux pour la première fois depuis des semaines. Certaines commencèrent à pleurer silencieusement. L'idée de pouvoir communiquer avec leurs proches, de leur faire savoir qu'elles étaient encore en vie, était presque insupportable après tant de temps d'isolement total. Acte 3. La falsification de l'espoir. Chaque femme reçut une feuille de papier et un stylo. Müller distribua les fournitures avec une efficacité mécanique, plaçant chaque ensemble devant les prisonnières comme s'il leur accordait une grande faveur. Mais ensuite vinrent les instructions. Ritter dicta exactement ce qu'elle devait écrire. Elle ne pouvait pas mentionner le couvent. Elle ne pouvait pas parler de torture. Elle ne pouvait pas demander de l'aide. Elle devait écrire des phrases comme « Je vais bien. Je serai libérée bientôt. Ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai hâte de vous revoir. » Les mots devaient être choisis avec soin. Toute déviation du script serait remarquée immédiatement. Toute tentative de coder un message secret serait punie. Lucienne observa les réactions autour d'elle. Certaines femmes hésitèrent, leur stylo tremblant au-dessus du papier. Elles savaient que quelque chose n'allait pas. D'autres, désespérées de faire parvenir n'importe quel signe de vie à leur famille, commencèrent à écrire rapidement, leurs mains tremblantes traçant les mots dictés. Une femme nommée Mathilde, une pharmacienne de Bordeaux, leva timidement la main et demanda si elle pouvait ajouter quelques mots personnels. Ritter s'approcha d'elle lentement. Il se pencha, si près que son visage était à quelques centimètres du sien, et murmura quelque chose que seule Mathilde put entendre. Elle devint blanche comme un linge, et commença immédiatement à écrire ce qui lui avait été dicté, sans plus poser de questions. Lucienne était l'une de celles qui hésitèrent. Elle tenait le stylo, regardant le papier vierge devant elle. Chaque fibre de son être lui disait que c'était un piège. Mais quand elle vit Ritter se diriger vers elle, avec cette même expression froide et calculatrice, elle se força à écrire. « Chère maman, je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. Je serai de retour à la maison bientôt. Je t'aime, Lucienne. » Les mots lui brûlèrent la main en les écrivant. C'était un mensonge. Chaque mot était un mensonge, mais elle n'avait pas le choix. Une fois que toutes eurent terminé, Müller circula parmi elles, collectant soigneusement chaque lettre. Il les plaça dans la caisse en bois avec une précision méthodique, vérifiant que chacune était pliée correctement. Il promit qu'elles seraient postées immédiatement. Les femmes furent ensuite ramenées à leurs cellules. Certaines pleuraient de soulagement, d'autres restaient silencieuses, méfiantes. Lucienne appartenait à ce dernier groupe. La découverte horrible. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée sur la paille humide de sa cellule, Lucienne entendit des voix venant de l'étage supérieur. Elle reconnut la voix de Ritter, et elle entendit autre chose, le son caractéristique du papier déchiré. Son cœur se serra. Elle comprit immédiatement. Les lettres n'allaient jamais être envoyées. Elles n'étaient qu'une illusion de plus, une cruauté supplémentaire dans un système déjà saturé de cruauté. Mais le pire était encore à venir. Plusieurs jours passèrent dans un silence tendu. Les prisonnières attendaient, espérant secrètement que peut-être, malgré tout, leurs lettres avaient vraiment été envoyées, que peut-être leur famille les recevrait et saurait qu'elles étaient en vie. Puis, une semaine plus tard, certaines prisonnières furent appelées individuellement dans le bureau de Ritter. Quand elles revinrent, elles étaient en état de choc total. Lucienne demanda à l'une d'entre elles, une enseignante nommée Geneviève, ce qui s'était passé. Geneviève mit longtemps à répondre. Ses lèvres tremblaient, ses mains tremblaient. Finalement, elle murmura d'une voix brisée, « Il m'a montré la lettre que ma mère a envoyée en retour. Elle dit qu'elle me renie, qu'elle a honte de moi, que je suis une traîtresse à la France, qu'elle ne veut plus jamais me voir. Elle dit que je suis morte pour elle. » Les larmes coulèrent sur les joues de Geneviève pendant qu'elle parlait. Elle répétait les mots encore et encore, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle disait. Une autre prisonnière, Pauline, fut appelée le lendemain. Elle revint avec une expression vide, comme si quelque chose s'était brisé définitivement à l'intérieur d'elle.
Elle avait reçu une lettre prétendument de son mari, lui disant qu'il avait demandé le divorce, qu'il épousait quelqu'un d'autre, qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec une femme qui avait collaboré avec l'ennemi. Lucienne écrivit « C'est alors que j'ai compris la véritable cruauté du troisième acte. Ils n'ont pas seulement détruit notre espoir. Ils ont falsifié des réponses de nos familles pour nous faire croire que nous avions été abandonnés, pour nous faire sentir que nous n'avions plus rien. Personne. Aucune raison de résister. La technique de destruction psychologique. Les analyses médico-légales menées des décennies plus tard confirmèrent que les centres de détention de la Gestapo dans toute la France occupée utilisaient systématiquement cette technique. Des lettres falsifiées étaient créées avec un soin méticuleux, papier vieilli artificiellement pour correspondre à l'époque, calligraphie imitée à partir d'échantillons d'écriture volés lors des arrestations, et même timbres postaux authentiques détournés des bureaux de poste. Les faussaires allemands étaient parfois si habiles que même des experts auraient eu du mal à distinguer les faux des vrais. Ils copiaient le style d'écriture, les expressions caractéristiques, les formules de salutation familières. Tout était conçu pour être aussi convaincant que possible. L'impact psychologique était dévastateur et calculé avec précision. En un seul coup, les officiers de la Gestapo détruisaient le dernier rempart de résistance mentale des prisonnières, la conviction que quelqu'un, quelque part, se souciait encore d'elles et attendait leur retour. Certaines femmes cessèrent complètement de résister après avoir reçu ces fausses lettres. Elles arrêtèrent de manger, rejetant même les maigres rations qu'on leur distribuait. Elles arrêtèrent de parler, s'enfonçant dans un mutisme total. Elles restaient simplement assises dans leurs cellules, fixant le vide, attendant passivement la mort. Une femme nommée Véronique, une violoniste de Nancy, devint complètement catatonique après avoir reçu une lettre prétendument écrite par sa fille de 8 ans, lui disant qu'elle la détestait pour les avoir abandonnés, elle et son petit frère. Véronique mourut 3 jours plus tard. Les gardiens dirent que c'était une pneumonie. Mais Lucienne savait la vérité. Véronique était morte de désespoir, la contre-attaque de la vérité. Mais Lucienne, malgré la terreur et la douleur, conservait encore quelque chose que les nazis n'avaient pas réussi à détruire, son esprit analytique d'enseignante. Elle examina mentalement chaque détail de sa propre lettre, reçue prétendument de sa mère. Et elle remarqua quelque chose d'étrange. Sa mère avait toujours signé ses lettres d'une manière très particulière. « Ta maman qui t'aime ». Mais la lettre falsifiée était signée simplement « mère », un détail minuscule, mais suffisant. Puis elle remarqua autre chose. La lettre mentionnait que sa mère avait déménagé dans une nouvelle maison à Reims. Mais Lucienne savait que sa mère n'aurait jamais quitté la maison familiale, celle où elle vivait depuis 40 ans, celle où le père de Lucienne était mort, celle qui contenait tous ses souvenirs. Ces petits détails, ces erreurs subtiles, prouvaient que la lettre était un faux. Lucienne commença discrètement à partager ses observations avec d'autres prisonnières. Elle murmura à travers les fissures des murs, lors des brefs moments où les gardes n'écoutaient pas. Elle leur demanda de réfléchir attentivement aux lettres qu'elles avaient reçues, d'examiner chaque détail, de chercher les incohérences. Geneviève réalisa que la lettre prétendument de sa mère contenait des fautes d'orthographe. Sa mère, ancienne institutrice, n'aurait jamais fait ces erreurs. Pauline remarqua que la signature de son mari était différente. L'inclinaison des lettres n'était pas la même. La pression du stylo était différente. Lentement, méthodiquement, les femmes commencèrent à déconstruire les mensonges. Et avec chaque faux détail découvert, un peu d'espoir renaissait. Lucienne écrivit « Ils ont essayé de nous enlever tout, mais ils n'ont pas pu nous enlever la vérité. Et la vérité était notre seule arme. » Elle organisa un système de communication secret entre les cellules, des petits morceaux de papier cachés dans les rations alimentaires, des messages codés tapés en morse contre les murs de pierre pendant la nuit, des signes discrets échangés lors des rares moments où elles étaient dans la même pièce. Le message était simple mais puissant. Les lettres sont fausses. Vos familles ne vous ont pas abandonné. Continuez à résister. Cette découverte collective raviva quelque chose que les nazis croyaient avoir éteint. La volonté de survivre. Non pas simplement pour elles-mêmes, mais pour retourner auprès de ceux qui les attendaient vraiment. Mais Ritter découvrirait bientôt que les prisonnières partageaient des informations, et sa réponse serait le 4e acte,
le plus brutal de tous. Juin 1944. Les bombardements alliés commencèrent à frapper des zones proches de Dijon. Le son distant des explosions résonnait à travers les murs du couvent. Chaque détonation faisait vibrer légèrement les pierres anciennes, envoyant de petits nuages de poussière tomber du plafond des cellules. Les soldats allemands étaient de plus en plus nerveux. Leurs mouvements étaient brusques, leurs voix plus dures. Certains parlaient à voix basse entre eux dans les couloirs, discutant de nouvelles qu'ils tentaient de garder secrètes. Mais les prisonnières pouvaient sentir le changement dans l'atmosphère. Quelque chose d'important se passait à l'extérieur de leurs murs de pierre. Pour les femmes enfermées dans le sous-sol, ces bombardements lointains représentaient à la fois l'espoir et la terreur. Espoir que les Alliés approchaient, que la libération pourrait être proche. Terreur que les Allemands, dans leur désespoir croissant, deviendraient encore plus impitoyables. Lucienne écrit que, pendant ces jours tendus du début juin, l'atmosphère à l'intérieur du couvent changea de manière palpable. Les gardes étaient plus brutaux lors de la distribution des rations. Les interrogatoires nocturnes devinrent plus fréquents et plus violents. C'était comme si Ritter et ses hommes savaient que leur temps était compté et voulaient infliger autant de souffrances que possible avant la fin. Mais Ritter ne montrait pas de peur, seulement de la rage. Une rage froide et calculée qui était infiniment plus dangereuse que n'importe quelle panique. La découverte de la résistance lucienne écrit que, dans la nuit du 3 juin, toutes les prisonnières furent convoquées à nouveau. Cette fois, ce n'était pas dans la cour, c'était dans le sous-sol, un endroit encore plus profond que leurs cellules habituelles. Un lieu qu'elles n'avaient jamais vu auparavant. Les gardes les conduisirent en bas d'un escalier en pierre étroit et glissant, éclairé seulement par une seule torche. L'air devenait de plus en plus froid à mesure qu'elle descendait. L'humidité était si intense que les murs suintaient d'eau. Le plafond était si bas que certaines femmes devaient se courber pour éviter de se cogner la tête contre les poutres de bois pourries. Elles arrivèrent enfin dans une grande salle voûtée qui devait autrefois servir de cave à vin. Des tonneaux vides et brisés étaient empilés contre les murs. Le sol était couvert d'une fine couche d'eau stagnante qui sentait la moisissure et la décomposition. Ritter était là, debout au centre de la salle, illuminé par plusieurs lanternes suspendues à des crochets rouillés. À côté de lui se tenaient 4 soldats, tous armés de matraques. Son visage était impassible, mais ses yeux brillaient d'une lueur dangereuse que Lucienne reconnut immédiatement. C'était la même expression qu'il avait lors des nuits les plus cruelles. Acte 4, le jugement de l'obscurité. Ritter annonça d'une voix glaciale qu'il avait découvert une conspiration parmi les prisonnières. Il affirma que quelqu'un cachait des informations, mentait, planifiait une évasion, organisait une rébellion. Ce n'était pas vrai. Les femmes le savaient. Ritter le savait aussi. Mais la vérité n'avait aucune importance. Il avait simplement besoin d'un prétexte. Il ordonna que toutes les femmes se mettent à genoux, en file, sur le sol gelé et humide du sous-sol. L'eau glacée trempa immédiatement leurs vêtements déjà minces. Certaines tremblaient de manière incontrôlable, autant de froid que de terreur. Puis Ritter commença à marcher lentement entre elles, portant une lanterne. La lumière illuminait seulement le visage d'une femme à la fois. Le reste de la salle restait plongé dans une obscurité totale et oppressante. Il s'arrêtait devant chaque prisonnière, levait la lanterne pour éclairer brutalement son visage, regardait intensément dans ses yeux pendant de longues secondes qui semblaient durer une éternité, puis posait la même question, toujours avec cette même voix terriblement calme. « Tu me mens ?» La réponse n'avait aucune importance. Certaines femmes répondaient non d'une voix tremblante, d'autres restaient silencieuses, paralysées par la peur. D'autres encore essayaient de plaider, de jurer qu'elles n'avaient rien fait de mal. Toutes recevaient le même traitement. Un coup violent sur la tête avec la lanterne métallique. Le bruit sourd de l'impact résonnait dans la salle voûtée. Puis les soldats traînèrent la femme vers un coin de la salle et la frappaient méthodiquement avec leurs matraques. Les coups tombaient sur le dos, les côtes, les jambes. Pas assez pour tuer immédiatement, juste assez pour infliger une douleur insupportable. Lucienne écrivit « Ce n'était pas un interrogatoire, c'était du sadisme pur. Il voulait nous voir souffrir. Il voulait nous voir supplier. Il voulait entendre les mots que tant d'entre nous avaient déjà prononcés auparavant. S'il vous plaît, arrêtez. » Les cris des femmes battues emplissèrent la cave. Certaines suppliaient en effet. D'autres sanglotaient de manière incontrôlable.
D'autres encore perdaient des connaissances sous la violence des coups et devaient être réveillés avec de l'eau glacée jetée sur leur visage pour que le jugement puisse continuer. Lucienne regardait tout cela avec horreur, sachant que son tour viendrait bientôt. Elle compta mentalement. 15 femmes étaient devant elle dans la file. 15 femmes qui seraient brutalisées avant qu'il n'arrive jusqu'à elle. Elle utilisa ce temps pour mémoriser chaque détail. Les noms des soldats qui frappaient le plus fort. Les visages de ceux qui riaient pendant qu'ils le faisaient. Les expressions de ceux qui semblaient mal à l'aise mais obéissaient quand même. Elle savait que, si elle survivait, elle devrait témoigner. Elle devrait se souvenir. Le moment de défiance. Lorsque Ritter arriva finalement devant Lucienne, elle était la 23e femme dans la file. Ses genoux étaient engourdis par le froid. Ses vêtements étaient trempés. Elle tremblait violemment. Ritter leva la lanterne, illuminant brutalement son visage. Il la regarda avec cette même expression froide et calculatrice qu'il avait toujours. Puis il posa la question. « Tu me mens ?» Lucienne savait ce qui allait se passer, quelle que soit sa réponse. Alors, elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais osé faire auparavant. Quelque chose qui pouvait lui coûter la vie, mais qui lui semblait soudainement plus important que la survie elle-même. Elle leva les yeux, regarda directement dans les yeux de Ritter, et dit avec une voix ferme qui surprit même ses compagnes prisonnières, « Vous pouvez me tuer, mais vous ne pouvez pas me faire mentir. » Le silence qui suivit fut absolu. Même les soldats s'arrêtèrent momentanément, choqués par cette défiance inattendue. Ritter resta immobile pendant un long moment. Son visage ne changea pas d'expression, mais quelque chose brilla dans ses yeux, peut-être de la colère, peut-être du respect morbide, peut-être simplement de l'irritation face à une proie qui refusait de se soumettre complètement. Puis il sourit. Ce sourire était plus terrifiant que n'importe quelle menace verbale. Il se pencha vers Lucienne et murmura, assez bas pour que seule elle puisse entendre, « Je n'ai pas besoin que tu mentes, j'ai seulement besoin que tu disparaisses. » Il fit un signe aux soldats. Lucienne fut traînée hors de la salle, non pas vers le coin où les autres femmes étaient rebattues, mais vers un escalier différent, vers un endroit qu'elle ne connaissait pas. Les autres prisonnières la regardèrent partir, terrifiées. Certaines pensèrent qu'elles ne la reverraient jamais, et elles avaient presque raison. L'isolement total Lucienne fut jetée dans une cellule d'isolement au niveau le plus profond du sous-sol. C'était un espace minuscule, pas plus d'1,5 mètre de largeur, sans fenêtre, sans lumière, sans aucune ouverture vers l'extérieur. La porte se referma derrière elle avec un bruit métallique final, et elle se retrouva dans une obscurité totale et absolue, le genre d'obscurité si dense qu'elle pouvait presque la sentir, l'étouffer. Il n'y avait rien dans la cellule, pas de paille, pas de couverture, juste le sol de pierre nue et les murs humides qui suintaient d'eau. Le plafond était si bas qu'elle ne pouvait pas se tenir debout complètement. Elle devait rester soit accroupie, soit allongée sur le sol glacé. Les heures passèrent, ou peut-être étaient-ce des jours. Dans l'obscurité totale, sans aucun repère, Lucienne perdit rapidement la notion du temps. Elle ne savait pas si c'était le matin ou la nuit, si 1 heure ou 10 heures s'étaient écoulées. Personne ne venait. Pas de nourriture, pas d'eau, pas même de gardien pour vérifier si elle était encore en vie. La soif devint rapidement insupportable. Sa langue gonflait dans sa bouche. Ses lèvres se fendillaient et saignaient. Dans son désespoir, elle essaya de lécher l'humidité sur les murs, mais l'eau était si sale et si amère qu'elle vomit immédiatement le peu qu'elle avait réussi à avaler. La faim était une torture constante. Son estomac se contractait douloureusement. Elle commença à avoir des hallucinations. Elle croyait sentir l'odeur du pain frais que sa mère faisait chaque dimanche matin. Elle entendait des voix familières l'appelant. Elle voyait des lumières danser dans l'obscurité qui n'existait pas. Mais malgré tout cela, elle avait encore le cahier, caché sous ses vêtements, pressé contre sa peau. Et elle continuait d'écrire, même dans l'obscurité totale, guidant sa main par le toucher seul, traçant les lettres à la mémoire, sachant qu'elles seraient probablement illisibles, mais déterminée à documenter jusqu'au dernier moment. Elle écrivit « Ils pensent qu'en me cachant ici, ils effaceront mon existence. Mais tant que je peux encore penser, encore me souvenir, encore écrire, j'existe, et mon témoignage existera. » Acte 5. Le pacte final. Au 3e jour de son isolement, ou ce qu'elle pensait être le 3e jour,
Lucienne entendit quelque chose, des voix, faibles, distantes, mais réelles. Elle pressa son oreille contre le mur de pierre. Les voix venaient d'en haut, probablement du couloir où se trouvaient les cellules des autres prisonnières. Elle ne pouvait pas distinguer les mots, mais elle reconnut le ton. C'était une prière. Non, plus qu'une prière. C'était une promesse collective. Lucienne écrivit plus tard, se basant sur ce qu'elle avait entendu et sur ce que des témoins survivants confirmèrent après la guerre. Les prisonnières restantes avaient formé un pacte. Elles jurèrent que si l'une d'entre elles survivait, même une seule, elles raconteraient tout. Elles ne laisseraient pas leurs histoires mourir avec elles. Elles ne permettraient pas au monde d'oublier. Elles témoigneraient de chaque brutalité, de chaque humiliation, de chaque acte de cruauté qu'elles avaient subi. Elles récitèrent les noms de toutes les femmes qui étaient mortes. Marguerite, la jeune fille de 19 ans qui s'était évanouie lors de la première inspection et qu'on n'avait jamais revue. Véronique, la violoniste qui était morte de désespoir après avoir reçu la fausse lettre de sa fille. Claire, la bibliothécaire. Anaïs, la couturière. Mathilde, la pharmacienne. Elles prononcèrent chaque nom à voix basse, comme une litanie sacrée, s'assurant que chaque femme serait mémorisée, que chaque vie perdue serait honorée. Lucienne, seule dans son obscurité, entendit ces voix lointaines et pleura, non pas de désespoir, mais d'une étrange forme d'espoir, parce qu'elle comprit que même si aucune d'entre elles ne survivait, elles avaient déjà gagné quelque chose d'important. Elles avaient refusé d'être réduites au silence. Elles avaient refusé de disparaître sans laisser de traces. Mais tragiquement, aucune des femmes qui firent ce pacte cette nuit-là ne survécut à la guerre. Le transfert final. Le matin du 6 juin 1944, le jour même du débarquement de Normandie, bien que Lucienne ne le sût pas, la porte de sa cellule s'ouvrit brusquement. 2 soldats entrèrent et la traînèrent dehors. Elle était si faible qu'elle ne pouvait pas marcher seule. Ses jambes ne la portaient plus. Ses yeux, habitués à l'obscurité totale pendant 3 jours, furent aveuglés par la lumière des lanternes dans le couloir. Elle fut emmenée à l'étage supérieur, où un groupe d'autres prisonnières, environ 15, attendaient déjà. Elles étaient toutes dans un état lamentable. Certaines avaient des blessures visibles, d'autres semblaient avoir renoncé à toute espérance, leur regard vide et distant. Un officier allemand qu'elle n'avait jamais vu auparavant annonça qu'elles allaient être transférées. Il ne dit pas où, il ne donna aucune explication. Elles furent chargées dans un camion militaire couvert. Le trajet dura des heures. À travers les interstices de la bâche, Lucienne pouvait voir la campagne française défiler. C'était la première fois qu'elle voyait le monde extérieur depuis des mois. Le ciel était gris, il pleuvait légèrement. Les champs étaient verts et paisibles, en contraste brutal avec l'enfer qu'elle venait de vivre. Des documents militaires allemands découverts après la guerre indiquent que ce convoi se dirigeait vers un camp de concentration en Allemagne. Le nom du camp était Ravensbrück, un lieu tristement célèbre pour la brutalité infligée aux femmes prisonnières. Lucienne Vauremont arriva à Ravensbrück le 8 juin 1944. Son numéro de prisonnière fut enregistré dans les archives du camp, 47 832. Après cette date, il n'y a plus aucune trace officielle d'elle. Elle ne figura jamais sur les listes de libération quand le camp fut libéré par l'Armée rouge en avril 1945. Elle ne rentra jamais chez elle. Elle ne revit jamais sa mère. Elle ne revit jamais Reims. Mais avant de partir du couvent de Dijon, dans les dernières minutes avant que les soldats ne viennent la chercher pour le transfert, elle fit quelque chose de crucial. Elle cacha le cahier. Le dernier message Lucienne avait su, instinctivement, qu'elle n'allait probablement pas survivre à ce qui allait suivre. Elle savait que les transferts vers l'Allemagne étaient souvent des condamnations à mort. Alors, avec les dernières forces qui lui restaient, elle retourna brièvement dans la cellule où elle avait passé tant de nuits terrifiantes. Les gardiens l'avaient laissée seule pendant quelques instants, une négligence rare, peut-être parce qu'ils étaient eux-mêmes distraits par les nouvelles du débarquement allié. Elle trouva une planche de bois lâche dans le plancher. Elle glissa le cahier en dessous, puis elle écrivit une dernière phrase sur la page finale, utilisant un morceau de charbon trouvé dans un coin. « Si quelqu'un trouve ceci, s'il vous plaît, ne laissez pas que nous soyons mortes en silence. » Elle referma le cahier, le poussa aussi loin qu'elle pouvait sous le plancher, replaça la planche, puis elle entendit les pas lourds des soldats qui venèrent la chercher.
Elle se leva, aussi droite qu'elle le pouvait, malgré sa faiblesse, et elle marcha vers son destin inconnu avec la tête haute, parce qu'elle savait qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait. Elle avait témoigné, elle avait documenté, elle avait résisté de la seule manière qui lui restait, en refusant que la vérité meure avec elle. Épilogue. La découverte et la vérité. 54 ans plus tard, en septembre 1998, Marek Kowalski trouva ces mots. Il trouva le cahier exactement là où Lucienne l'avait caché. La planche de bois avait survécu à plus d'un demi-siècle. Le cahier était endommagé, certaines pages étaient presque illisibles, mais l'essentiel était préservé. Lorsque les autorités françaises et les historiens examinèrent le document, ils furent bouleversés par sa précision. Chaque nom mentionné par Lucienne fut vérifié. Chaque date correspondait aux archives. Chaque détail sur les officiers allemands s'alignait parfaitement avec les dossiers militaires nazis capturés après la guerre. Le Hauptsturmführer Klaus Ritter fut identifié. Il avait survécu à la guerre et vécu tranquillement en Bavière jusqu'à sa mort en 1973, sans jamais être jugé pour ses crimes. L'Obersturmführer Heinrich Müller mourut pendant les derniers jours de la guerre à Berlin. Le docteur Friedrich Vogel fut capturé par les Alliés mais libéré en 1947 après un procès superficiel où il prétendit n'avoir fait que suivre les ordres. Aujourd'hui, le cahier de Lucienne Vaurmont est conservé au musée de la Résistance à Paris, dans une vitrine climatisée spéciale pour préserver les pages fragiles. Des milliers de visiteurs viennent chaque année le voir. Beaucoup pleurent en lisant les extraits affichés à côté. Des historiens ont confirmé que l'histoire de Lucienne n'était pas unique. Des milliers de femmes françaises subirent des traitements similaires pendant l'occupation. La plupart moururent sans laisser de traces. Leurs noms furent perdus. Leurs histoires disparurent. Mais parce que Lucienne écrivit, parce qu'elle résista, parce qu'elle refusa de disparaître en silence, nous savons maintenant. Et savoir est le premier pas pour garantir que cela ne se reproduise jamais. La leçon finale. Cette histoire n'est pas seulement celle de Lucienne Vaurmont, c'est celle de toutes les femmes qui, dans les moments les plus sombres de l'histoire, supplièrent simplement « S'il vous plaît, arrêtez ». Mais même quand personne ne s'arrêta, elles continuèrent à résister. Pas avec des armes, pas avec de la violence, mais avec quelque chose de plus puissant, leur humanité indestructible. Elles résistèrent en refusant de se trahir mutuellement malgré la torture. Elles résistèrent en créant des liens de solidarité dans les conditions les plus inhumaines. Elles résistèrent en conservant leur capacité à penser, à se souvenir, à témoigner. Et cette résistance, silencieuse et invisible pour leurs bourreaux, fut leur victoire finale. Parce qu'ils pouvaient briser des corps, ils pouvaient effacer des noms des registres officiels, ils pouvaient tuer et enterrer dans des fosses anonymes, mais ils ne pouvaient pas effacer la vérité. Et la vérité, finalement 54 ans plus tard, fut racontée. Lucienne Vaurmont disparut dans les camps de la mort nazie, mais ses mots survécurent, son témoignage survécut, sa vérité survécut. Et aujourd'hui, nous nous souvenons, non seulement de sa souffrance, mais de son courage, non seulement de sa mort, mais de sa résistance, non seulement de ce qui lui fut fait, mais de ce qu'elle refusa de laisser être oublié. C'est notre responsabilité maintenant, à nous qui vivons dans la liberté qu'elle ne connut jamais, de nous assurer que son message résonne encore, que les noms qu'elle préserva ne soient pas oubliés, que les crimes qu'elle documenta ne soient jamais niés, parce que tant que nous nous souvenons, tant que nous témoignons, tant que nous refusons de laisser l'histoire être réécrite ou effacée, ceux qui moururent dans le silence n'auront pas été complètement vaincus. Leur dignité survit dans notre mémoire. Leur humanité survit dans notre reconnaissance. Leur vérité survit dans nos mots. Ceci est l'histoire de Lucienne Vaurmont et de toutes les femmes dont les voix furent étouffées mais jamais complètement effacées. Nous nous souvenons, nous témoignons. Nous ne permettrons jamais que cela soit oublié. S'il vous plaît, arrêtez. Ces mots résonnent encore à travers le temps, non pas comme un cri de défaite, mais comme un témoignage de tout ce que l'humanité peut endurer sans perdre son âme. Et c'est pour cela que nous racontons cette histoire, encore et encore, pour que jamais plus ces mots n'aient besoin d'être prononcés. 54 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour que la voix de Lucienne Vaurmont soit enfin entendue. 54 ans pendant lesquels son cahier est resté caché sous un plancher de bois,
attendant que quelqu'un le découvre, attendant que quelqu'un écoute. Aujourd'hui, vous avez écouté. Vous avez entendu ce que des milliers de femmes françaises ont vécu pendant l'occupation. Vous avez entendu ce que l'histoire officielle a longtemps préféré ne pas raconter. Vous avez entendu les mots que Lucienne a écrits dans l'obscurité avec de l'encre diluée dans de l'eau sale, sachant qu'elle allait probablement mourir mais refusant que la vérité meure avec elle. Et maintenant, une question se pose. Qu'allez-vous faire de cette vérité? Lucienne n'a pas écrit ce cahier pour qu'il reste dans un musée. Elle l'a écrit pour que nous nous souvenions, pour que nous témoignions, pour que nous transmettions son histoire à ceux qui viendront après nous. Voici comment vous pouvez honorer sa mémoire dès maintenant. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire. Dites-nous d'où vous nous regardez. Dites-nous ce que vous ressentez. Partagez une pensée pour Lucienne, pour Marguerite, pour Anaïs, pour Simone, pour Élise, pour toutes ces femmes dont les noms ont failli être effacés à jamais. Chaque commentaire est une preuve que leur histoire n'est pas morte, que leur voix résonne encore, que leur dignité n'a pas été détruite. Abonnez-vous à cette chaîne, parce que chaque abonnement est un engagement à ne pas laisser l'histoire être oubliée, un engagement à continuer d'écouter les voix de ceux qui ne peuvent plus parler, un engagement à dire « Non, nous ne permettrons pas que cela soit effacé ». Partagez cette vidéo avec vos proches, avec vos amis, avec ceux qui doivent savoir. Parce que Lucienne a écrit dans l'obscurité totale, pour que la lumière puisse un jour atteindre le monde. Soyez cette lumière, et si vous le pouvez, laissez un like. Non pas pour l'algorithme, mais pour dire « J'ai entendu, je me souviens, je témoigne ». Il y a quelques instants, vous avez entendu les mots « S'il vous plaît, arrêtez ». Ces mots ont été prononcés par des milliers de femmes dans des cellules sombres, dans des sous-sols glacés, dans des salles de torture. Elles ont supplié. Mais personne ne s'est arrêté. Aujourd'hui, ces mêmes mots ont un nouveau sens. Ne nous arrêtons pas de nous souvenir, ne nous arrêtons pas de témoigner, ne nous arrêtons pas de transmettre ces vérités à ceux qui viendront après nous, parce que tant que nous continuerons à raconter l'histoire de Lucienne, elle n'aura pas disparu en silence. Et c'est exactement ce qu'elle nous a demandé de faire. Alors, laissez votre commentaire maintenant. Dites-nous, quelle phrase de cette histoire vous a le plus marqué? Nous lirons chacun d'entre eux, parce que chaque voix compte, tout comme la voix de Lucienne comptait, et compte encore aujourd'hui. Merci d'avoir écouté, merci de vous souvenir, et merci de ne jamais laisser cette histoire être oubliée. Nous nous souvenons, ensemble. Abonnez-vous, commentez, partagez, pour Lucienne, pour toutes les autres, pour que jamais plus ces mots n'aient besoin d'être prononcés dans le silence.